Eh bien bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ce soir le 21 octobre 2024 et je souhaite commenter devant vous les événements qui viennent de se dérouler en Moldavie. La Moldavie, c'est ce petit État qui est à l'est de l'Europe et qui est un peu coincé, si l'on peut dire, entre la Roumanie et puis l'Ukraine, non loin de la Russie, non loin de la ville d'Odessa en Ukraine, la Moldavie qui était une république socialiste soviétique qui faisait partie de l'Union soviétique jusqu'à l'explosion de l'URSS. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce dimanche ? Il était prévu deux choses. D'une part, il était prévu l'élection présidentielle qui revient tous les 4 ans. Et d'autre part, il était prévu un référendum qui n'était pas pour ou contre l'entrée dans l'Union européenne, comme on l'a dit de façon un petit peu trop schématique ici ou là. Non, c'était un référendum pour savoir si les Moldaves approuvaient ou non l'inscription dans la constitution moldave du fait que la Moldavie avait vocation à entrer dans l'Union européenne. C'est pas exactement la même chose qu'un vote en faveur de l'adhésion ou en faveur ou en rejet de cette adhésion. Voilà. Alors, première chose qui a été remarquée par un certain nombre d'observateurs, c'était totalement illégal puisque il y avait une loi électorale en Moldavie qui interdit d'organiser un référendum en même temps qu'une élection présidentielle, que les élections générales. Et pourquoi ? C'est d'ailleurs une loi de bonne loi. Pourquoi ? Pour ne pas avoir, en fait, une influence d'un candidat sur un référendum au moment où ce candidat, par exemple, se représente à l'élection présidentielle. C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est produit, puisque la présidente de la Moldavie actuellement est Madame Maia Sandu, qui avait été élue en 2020, je vais y revenir, et qui donc se présente aux élections présidentielles, qui se tenaient donc hier pour le premier tour, et au même moment, elle militait pour un référendum dont elle avait eu l'initiative, ce qui lui permettait de jouer à la chauve-souris. Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats, dit La Fontaine. Un peu ce que nous a fait d'ailleurs Macron, c'est-à-dire de jouer à la fois sur le rôle du président de la République en exercice et à la fois sur le candidat. Et quand on est président de la République en exercice, eh bien on s'octroie des temps de parole comme ça parce que évidemment elle pouvait très bien dire voilà qu'elle était présidente de la République, elle organisait un référendum, donc elle parlait. Et elle avait donc plus de temps de parole. Et vous savez que tout le monde sait, je pense, que le résultat des élections présidentielles, en Moldavie comme en France, comme partout ailleurs, dépend d'abord et avant tout du temps de parole qui est laissé. Alors, Madame Maia Sandu, il y a énormément de journaux qui parlent de cette élection, mais il y a le b.a.-ba. Le b.a.-ba n'y est pas. C'est qui, Madame Maia Sandu ? Madame Maia Sandu, c'est une femme qui a 52 ans. Elle est née en mai 1972 et elle est née donc en URSS, dans la République socialiste soviétique de Moldavie, la capitale étant Chisinau. Et Madame Maia Sandu était née dans un milieu qui n'avait rien de politique, puisque sa mère, je crois, était prof de musique et son père était vétérinaire. Donc c'était une Moldave, un citoyen normal, voilà. Elle a fait ses études et puis d'un seul coup, il s'est passé un truc. Il s'est passé quelque chose de formidable dans sa vie, inouï. Elle a été repérée, alors Dieu sait par qui, je n'en sais rien, mais d'un seul coup, elle a obtenu une bourse pour aller aux États-Unis. Et pour aller à Harvard, à l'université de Harvard, qui est près de Boston, dans le Massachusetts, et pas rien, puisque elle s'est retrouvée dans ce qui s'appelle la John Fitzgerald Kennedy School of Government, c'est-à-dire une espèce d'école d'administration publique de l'université de Harvard. C'est un petit peu l'équivalent de l'ENA en France, c'est pour former des hauts fonctionnaires. Et s'agissant d'étrangers, pour essayer de promouvoir des cadres très 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 supérieurs dans un certain nombre de pays étrangers sur lesquels les États-Unis soit veulent prendre pied, soit qu'ils considèrent comme leur chasse gardée. Alors par quel mystère cette jeune femme, sans doute intelligente, mais par quel mystère elle a d'un seul coup, elle est passée directement de Chisinau, où elle faisait des études en fac, à la John Fitzgerald Kennedy School of Government de Harvard, je ne suis pas en mesure de vous le dire, je n'ai pas eu le temps de trouver ces informations. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'on les trouve. Quoi qu'il en soit, elle s'est donc retrouvée dans cette John Fitzgerald School of Government, qui n'est pas rien.
Et il est toujours intéressant de savoir où est-ce que les gens ont été formés et de savoir quelles sont les bonnes fées qui se sont penchées sur leur berceau. Et je vais vous donner une liste de quelques personnes qui ont suivi le parcours de Madame Maria Sandu à la John Fitzgerald School of Government pour que vous voyez un peu le genre, un peu ce qu'ils sont devenus ensuite. Je vais commencer par un pays qui est très très proche des États-Unis, il est même frontalier. Je veux parler du Mexique. Il se trouve que plusieurs présidents des États-Unis du Mexique, des États-Unis mexicains, c'est comme ça qu'ils s'appellent, Estados Unidos de México, donc plusieurs présidents du Mexique ont été des anciens élèves de la John Fitzgerald School of Government, et je vais vous le dire rapidement qui ils étaient et ce qu'ils ont fait, et comment ils se sont rendus célèbres. C'est intéressant. Le premier d'entre eux s'appelait Miguel de la Madrid. C'était sous la présidence de Ronald Reagan, qui justement était un ancien de la John Fitzgerald Kennedy School of Government. Il faut comprendre que dans les années 70, il a été décidé que cette School of Government serait une espèce de fabrique de chefs d'État étrangers qui seraient pro-américains. C'est exactement le même état d'esprit que la Georgetown University à Washington, qui fabrique également, qui vise à attirer à elle des futures élites de pays du monde entier pour les formater, pour qu'ils deviennent pro-américains et favorables au gouvernement des États-Unis, avec d'ailleurs un service après-vente, le service après-vente consistant à promouvoir leur élection par un jeu sur les médias locaux et avec également de l'argent qui circule. C'est la même chose que la French American Foundation. Vous savez, je pense, tout ça depuis que vous me suivez. C'est-à-dire que les États-Unis se sont créés ainsi des systèmes parallèles. Italian American Foundation, dont était issue Madame Meloni, French American Foundation, dont sont issus plusieurs présidents de la République française et un certain nombre de dirigeants français. Il y a également donc la John Fitzgerald School of Government pour des dirigeants étrangers, et puis la Georgetown University. Alors, Madame Maia Sandu, donc la Moldave, s'est retrouvée là-dedans et elle est devenue finalement la collègue. Elle partage le statut d'ancien étudiant de cette School of Government de ce premier président de la République mexicaine, Miguel de la Madrid, qui a d'un seul coup complètement changé la politique au Mexique. Il a fait adopter au Mexique des politiques libérales. Il paraît-il que c'était beaucoup mieux. Ça s'est traduit, entre autres choses, par, certes, un développement de la production, etc., mais ça s'est aussi traduit par une augmentation vertigineuse de la pauvreté. Il y a eu, par ailleurs, un tremblement de terre qui a été très mal géré. Enfin, ça, son mandat de 6 ans, puisque le mandat est de 6 ans, s'est terminé de façon assez catastrophique pour lui, pour les idées libérales. Il y avait donc une nouvelle élection qui allait avoir lieu. Cette nouvelle élection, il y avait le candidat officiel qui était M. Carlos Salinas de Gortari, qui se trouvait être, lui aussi, un ancien de la Kennedy School of Government. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est arrivé dans la foulée avec le même parti que Miguel de la Madrid. Bon. Donc, a priori, il était très très mal parti et miraculeusement, il a été élu. Mais il a été élu dans des conditions absolument incroyables. Ça vaut le coup de le rappeler parce que Mme Maia Sandu se retrouve un petit peu dans la même situation aujourd'hui entre collègues de la Kennedy School of Government. Comment est-ce qu'il a été élu ? En 1988, Carlos Salinas de Gortari, je n'invente rien, allez voir sa notice Wikipédia par exemple. Vous me permettrez de la citer directement devant vous. Élu avec un programme de privatisation des industries du secteur public, son élection est controversée car le système informatique de la commission électorale tomba en panne lors de la compilation des résultats, alors que son adversaire de gauche, Cuauhtémoc Cárdenas, tenait une confortable avance tant dans les sondages préélectoraux que sortis des urnes. Lorsque le système informatique est relancé, Salinas de Gortari se retrouve propulsé en tête et est élu. Le Congrès de l'Union, où son parti, le PRI, détenait 3/4 des sièges, l'Assemblée nationale en fait, le Parti révolutionnaire institutionnel, décida toutefois de ne pas faire d'enquête. Le recomptage des bulletins demandé par l'opposition se révéla impossible, car un incendie officiellement accidentel survint dans le sous-sol du Congrès, où les bulletins avaient été stockés. Voilà comment a été élu
le deuxième président mexicain issu de la Kennedy School of Government, là où Mme Maya Sandu, la présidente de Moldavie, a été formée. Alors qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il a été élu, ce monsieur de Gortari, pendant 6 ans? Eh bien, il a fait exactement ce que souhaitaient les États-Unis, c'est-à-dire privatisation à tout va de l'économie mexicaine, signature de l'accord ALENA, c'est-à-dire un accord de libre-échange entre le Mexique, c'est de l'accord de libre-échange nord-américain entre le Mexique, le Canada et les États-Unis d'Amérique, et également, alors c'était un petit peu moins prévu au programme officiellement, mais également des liens plus que troubles avec les narcotrafiquants. C'est-à-dire qu'on a vu se développer sous la présidence de Salinas de Gortari un nombre considérable de narcotrafiquants. D'ailleurs, par des raisons légales, le trafic de drogue, la culture de la drogue a quasiment été légalisée au Mexique. Voilà ce qui était donc un collègue de la School of Government de Mme Maya Sandu. Et puis ça n'est pas tout, parce qu'il y a un troisième président du Mexique qui est issu de la Kennedy School of Government. Vous voyez, c'est comme l'ENA en France, quoi. C'est-à-dire, pour devenir président des États-Unis, il faut avoir évidemment tous les médias mexicains qui sont financés par l'oligarchie, comme chez nous, hein, c'est exactement la même chose. Il faut être passé par la School of Government. C'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Et donc le dernier en date de cette liste, c'est le président Felipe Calderón de 2006 à 2012, et qui a été président du Mexique, élu en 2006 et étant formé par la Kennedy School of Government Harvard aux États-Unis. Alors l'élection de Felipe Calderón a été émaillée d'un certain nombre de fraudes absolument considérables, comme son prédécesseur d'ailleurs, issu de la School of Government. Il a mis en œuvre un programme d'ultra-libéralisme aussi. Enfin, il a poursuivi le programme de libéralisation de l'économie, c'est-à-dire en fait de privatisation, de brader le patrimoine public des Mexicains, qui tenaient quand même comme la prunelle de leurs yeux depuis Zapata. Et donc c'est en fait la deuxième mort de Zapata qui s'est produite, et donc de se soumettre ainsi aux puissances d'argent, et notamment aux États-Unis d'Amérique. Donc lui, il a comme bilan, un bilan assez extraordinaire, qui va d'ailleurs vous rappeler un certain nombre de choses qui nous concernent. C'est que M. Felipe Calderón, pendant les 6 ans où il a été président de la République mexicaine, figurez-vous, vous savez ce qu'il a fait? Il a augmenté la dette publique du Mexique de plus 90%. Il a quasiment doublé la dette publique. Ça ne vous rappelle rien? Ça vous rappelle évidemment ce que fait Macron. Ce sont des politiques déterminées pour en fait mettre pieds et poings liés les États dans la main des créanciers, c'est-à-dire de l'oligarchie qui, par l'intermédiaire des médias, ont catapulté ces gens au pouvoir. Accessoirement d'ailleurs, le taux de pauvreté au Mexique a bondi. Il est passé, je crois qu'il y avait 42 ou 43% des Mexicains qui étaient sous le seuil de pauvreté. En 6 ans, ils sont passés à 46 ou 47%. Autant dire que le bilan a été absolument calamiteux. Dernier point, deux autres points, c'est qu'il avait lancé une politique contre les narcotrafiquants, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il avait des liens avec des narcotrafiquants, et puis c'est également illustré pour avoir été un des premiers chefs d'État à utiliser le logiciel espion Pegasus de fabrication israélienne. Il l'a utilisé contre ses opposants. Bravo, les belles mentalités de ce que l'on apprend à la Kennedy School of Government. Voilà pour ce qui concerne le Mexique, mais il y a d'autres cas. Il y a par exemple la Colombie. Eh bien, pour la Colombie, il y a un président qui avait été récemment président de la Colombie de 2002 à 2010, Álvaro Uribe, qui était arrivé dans les bagages en fait de l'oncle Sam. Il a mené une politique d'alignement complet de la Colombie sur la politique étrangère des États-Unis, au point qu'il était d'ailleurs président de la Colombie, Uribe, au moment où il y avait Hugo Chavez, président du Venezuela. L'animosité entre les deux hommes était totale, donc la Colombie s'est distinguée par rapport à un certain nombre de pays latino-américains qui étaient plutôt favorables à Chavez, au chavisme. C'était la tradition latino-américaine classique. Eh bien, lui, Álvaro Uribe, a lui promu un alignement absolument complet sur les États-Unis, notamment sur les guerres lancées par les États-Unis au Moyen-Orient, dans la foulée des attentats du 11 septembre. La Colombie a tout approuvé, a approuvé le projet pour le nouveau New Century, le nouveau projet pour un nouveau millénaire des États-Unis, etc., etc., etc. Il a lancé une guerre contre les narcotrafiquants, paraît-il, mais en réalité,
réalité, on a découvert, c'est un petit peu comme au Mexique, on a découvert, et ça a été un énorme scandale, qu'il avait partie liée avec Pablo Escobar et la mafia des narcotrafiquants colombiens. Enfin, je rigole, ça n'a rien de rigolo en fait, c'est plutôt tragique. Alors changeons encore de pays, le Canada par exemple. Pierre Elliott Trudeau, le père de l'actuel Justin Trudeau, a été Premier ministre du Canada, vous le savez certainement, il est décédé désormais, mais il a été un ancien de la Kennedy School of Government. Et d'ailleurs, lorsqu'il est devenu Premier ministre canadien, Pierre Elliott Trudeau s'est fait, entre autres choses, une spécialité de moderniser toute une série de législations canadiennes pour les mettre au diapason des valeurs nord-américaines, mais également il s'est fait une espèce de devoir de tout faire pour affaiblir et détruire le mouvement indépendantiste québécois. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas, dans la mentalité de ces gens-là, il faut surtout pas envisager que le Québec puisse devenir un État indépendant francophone important en Amérique du Nord. Donc tout a été fait contre René Lévesque et contre les leaders du Parti québécois. Alors ça, c'est Pierre Elliott Trudeau au Canada, donc également diplômé de la School of Government. On peut changer de continent. Au Libéria, Madame Ellen Johnson Sirleaf a été élue présidente du Libéria. Ben, c'est une ancienne de la School of Government. À chaque fois, d'ailleurs, il y a la même orchestration médiatique en faveur de ce candidat. Ça a été le cas au Libéria. Il y a eu tout un narratif. La première fois qu'une femme, depuis une impératrice, la femme du Négus dans les années 30, une première fois qu'une femme arriverait au pouvoir en Afrique, qui plus est à la sortie d'une élection présidentielle. Madame Sirleaf, les bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau, c'était Madame Hillary Clinton, dont elle était une intime. Pour favoriser ses élections, son élection et sa réélection, rien n'a été ménagé. George W. Bush l'a décorée de la médaille de la liberté ou je ne sais pas quoi. Elle a même été honoré de recevoir le prix Nobel de la paix par le comité Nobel d'Oslo. Je vous renvoie ici à ma conférence sur les influences américaines dans les institutions internationales et cette rigolade, en fait, triste, qu'est le prix Nobel de la paix, qui consiste dans 5 cas sur 6 à, en fait, promouvoir des agents d'influence américains à travers le monde. Donc Madame Sirleaf a justement bénéficié du prix Nobel de la paix parce qu'elle avait rétabli un peu d'ordre après la présidence précédente de Charles Taylor, qui avait été très criminelle, mais qu'elle avait elle-même soutenue d'ailleurs. Bon. Il a fallu jeter un voile pudique sur ces questions. Voilà, Madame Sirleaf, par ailleurs, a été noyée dans des scandales de corruption à n'en plus finir. Je ne l'ai pas dit, mais c'était également le cas des présidents mexicains dont je parlais tout à l'heure, à tel point d'ailleurs que Madame Sirleaf a vu son nom éclaboussé par le scandale des Paradise Papers. Voilà ce que sont en fait tous ces dirigeants qui sont passés par la Kennedy School of Government. J'imagine qu'on doit leur apprendre de ne pas être trop bégueule et de ne pas avoir froid aux yeux dans la gestion des affaires, dans l'accession au pouvoir et ensuite dans la gestion des affaires gouvernementales. Mais je pense aussi qu'ils sélectionnent par nature des personnes qui ont de la réputation devant les puissants dans le sang. Voilà. Ils sélectionnent des gens dont ils savent que ce seront de parfaits exécutants pour les intérêts de l'oncle Sam. Il n'y a d'ailleurs pas uniquement des chefs d'État et de gouvernement. S'agissant de la France, nous avons nous aussi des personnes qui sont passées par la Kennedy School of Government. Pour l'instant, ils n'ont pas fait, ou elles n'ont pas fait d'étincelles. Je pense à 2 ministres. Brune Poirson qui avait été ministre sous-secrétaire d'État de la transition écologique auprès de Nicolas Hulot, Premier ministre. Et si j'ai bien compris, elle est partie assez vite parce qu'elle s'est rendue compte que les fonctions gouvernementales, ça n'était pas vraiment son goût. Et puis également Amélie de Montchalin. Amélie de Montchalin qui maintenant coule des jours heureux comme représentante de la France à l'OCDE, à Paris, au château de la Muette. Mais Amélie de Montchalin qui a d'ailleurs eu des postes gouvernementaux, vous vous le rappelez peut-être, c'était une des groupies d'Emmanuel Macron. Et je signale qu'elle avait été d'ailleurs secrétaire d'État aux affaires européennes, Madame de Montchalin. Ça vous nuire au passage que vous voyez quand même que pour devenir en France secrétaire d'État aux affaires européennes, il faut quand même avoir un sacré pédigré, puisque elle était quand même passée par la Kennedy School of Government, et l'actuel secrétaire d'État, M. Benjamin Haddad, vous savez qu'il est très très proche des intérêts américains. Il a travaillé notamment pour l'Atlantic Council, le Concile Atlantique, etc. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Donc ce sont en fait des personnes qui sont très proches ou qui sont des relais
d'influence américaine. Voilà. Et puis, je n'aurais pas terminé le tour de l'ensemble de ces... il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a encore un que je veux citer parmi les anciens de la Kennedy School of Government. Je pense que vous le connaissez tous. Je vais vous dire son nom, vous le reconnaîtrez. C'est Klaus Schwab. Klaus Schwab, le président fondateur du Forum de Davos, celui qui a créé d'ailleurs ensuite le World Economic Forum, les Young World Leaders, etc., dont fait partie d'ailleurs Macron. Eh bien, il sort directement de la Kennedy School of Government. Donc vous voyez que c'est vraiment un organisme de sélection, de formation, de façonnage d'une élite d'un certain nombre de partis, d'un certain nombre de pays du monde qui doivent en fait, sont des agents d'influence américains. Alors c'est par là qu'est passée Madame Maya Sandu. Donc à partir du moment où vous savez qu'elle est passée par là, l'affaire devient déjà très claire. D'ailleurs, regardez, Madame Maya Sandu, regardez cette photo qui est également tout à fait parlante. On la voit, elle a reçu plusieurs fois. Coucou, le revoilou, Alexander Soros, le fils de George Soros, avec lequel elle entretient des relations assez étroites, tout comme d'ailleurs Emmanuel Macron. D'ailleurs, le grand public en Moldavie comme en France, comme partout ailleurs, on se demande bien ce que le fils Soros vient dire à Madame Maya Sandu pendant des heures, que soit quand il la rencontre au World Economic Forum de Davos, soit quand il va la voir directement à Chisinau ou ailleurs, idem pour Macron. Une fois qu'on a dit tout ça, on comprend mieux ce qui se passe. C'est-à-dire que Maya Sandu a été présélectionnée par les États-Unis pour faire que la Moldavie tombe dans leur giron. Et donc rien ne sera trop beau pour obtenir ce résultat. Je le dis parce que les élections qui viennent d'avoir lieu ont été... les premiers résultats ont été accueillis par un concert d'indignation dans les médias français et occidentaux sur le thème de l'influence incroyable exercée par la Russie en Moldavie. C'est vraiment se moquer du monde. Plus exactement, c'est que ça participe d'une stratégie qui est assez classique. La meilleure défense, c'est l'attaque. En réalité, tout le monde savait que la situation n'était finalement pas brillante et que Mme Maya Sandu n'était pas finalement très appréciée par un grand nombre de Moldaves. Enfin, elle n'avait pas du tout ce qu'on veut nous présenter en France comme un peuple qui attend sa libération derrière Maya Sandu. Pourquoi ? Parce que les Moldaves, c'est un peuple qui est très patriote, qui aime beaucoup la Moldavie, et qui n'est pas seulement patriote, ils ont vécu pendant des décennies entières sous la coupe de l'Union soviétique, ça a laissé des traces. Certains, effectivement, sont bien contents de ne plus y être, mais il y en a aussi qui ont beaucoup de nostalgie. Je rappelle d'ailleurs que toute la partie extrême orientale de la Moldavie, c'est une petite bande de terre qui est une espèce de région irrédente qui a proclamé son indépendance sous le nom de Transnistrie, avec une capitale qui s'appelle Tiraspol. En fait, c'est un tout petit pays qui n'est pas reconnu internationalement, mais qui est dominé par un gouvernement qui est d'inspiration non seulement pro-russe, mais on pourrait même dire communiste haute époque, puisque c'est vraiment des gens qui sont restés très nostalgiques de ce qu'était l'Union soviétique. Et cette petite bande de terre fait office de tampon, d'ailleurs, entre la Moldavie et l'Ukraine. Soit dit en passant d'ailleurs, pendant le référendum qui vient d'avoir lieu, il n'y a eu pratiquement personne qui a voté dans ce petit territoire de Transnistrie pour le référendum, alors que juridiquement, pour Chisinau, ça fait partie de la Moldavie, mais en fait, il y a eu 3 à 4% simplement des citoyens de cette partie qui ont voté. S'ils avaient voté, ils auraient voté non de fait, c'est-à-dire qu'évidemment, la Moldavie aurait rejeté l'Union européenne. En tout cas, c'est une nouvelle preuve que jamais cette partie-là ne voudra se rabibocher avec la Moldavie. En fait, c'est un indice. Alors, Madame Maya Sandu, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que elle a été élue elle-même en 2020, présidente donc de la Moldavie. Elle avait 48 ans et elle a été élue. Alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la Moldavie, mais elle a quand même été élue dans des conditions qui ont beaucoup étonné parce que les sondages avaient annoncé un scrutin très serré entre elle et le candidat principal qui était un pro-russe, enfin présenté comme pro-russe dans la presse occidentale. Et en réalité, à la surprise générale, le résultat des élections 2020 l'a fait ressortir avec 57% des suffrages. Elle a été élue, bien supérieure à ce qui était prévu, et ceci a été expliqué par le vote
le vote des Moldaves de l'étranger, ce que j'ai vu dans la presse française, on appelle le vote de la diaspora. Alors là, le même phénomène, en fait, vient de se reproduire. Le même phénomène vient de se reproduire, c'est-à-dire que le premier tour de scrutin, il y a eu, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en Moldavie proprement dite, les gens sont allés voter dans les urnes. Voilà, comme normalement. Mais les Moldaves expatriés, ceux vivant à l'étranger, il y en a qui vivent en France, il y en a beaucoup qui vivent en Allemagne, il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a quelque chose comme 120 000 qui vivent en Allemagne, il y en a quelques 200 000 qui vivent en Italie, et il y en a à peu près 120 000 aussi qui vivent, si j'ai bien compris, en Russie. Eh bien, ceux-là, il y en a aussi qui vivent aux États-Unis, qui vivent dans le monde entier. Ceux-là, ils avaient la faculté de voter. De voter comment? Alors ça, c'est ça qui est intéressant. C'est que, a priori, ils allaient voter dans des urnes à l'étranger. Par exemple, en France, si vous allez sur le site de l'ambassade de Moldavie en France, vous apprendrez qu'il y avait 20 bureaux de vote qui ont été ouverts en France. Mais il y a eu des bureaux de vote en Italie, il y en a eu, je crois, plus. Il y en a eu 26 bureaux de vote en Allemagne. Il y a eu des exceptions. Les exceptions, c'est quoi? C'est les États-Unis d'Amérique, le Canada, la Norvège et l'Islande, où cette fois-ci, le vote a eu lieu par voie électronique, courrier électronique. Commencez à voir apparaître des points communs avec le litige que j'ai personnellement avec Madame Jeunetet sur le vote par voie électronique. Ça a concerné 4 pays, d'Amérique du Nord, comme je l'ai dit, plus l'Islande et la Norvège. Et puis, il y a eu également une autre exception, c'est la Russie. La Russie, où il y a à peu près 120 000 Moldaves, mais il n'y a eu que 2 bureaux de vote qui ont été ouverts par l'ambassade de Moldavie. Alors c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. C'est comment les Moldaves vivant en Russie ont-ils pu aller voter? Mystère et boule de gomme, ils ne pouvaient pas voter par Internet et ils ne pouvaient pas voter ou peu voter dans les bureaux de vote puisqu'il n'y en avait que 2. Je rappelle qu'en France, il y a eu dimanche 20 bureaux de vote qui ont été ouverts en France, dont il y en a 5 ou 6 dans Paris intramuros. Il y en a eu à Villeneuve-Saint-Georges, où il y a une communauté moldave. Il y en a eu à Lyon, il y en a eu à Toulouse, il y en a eu dans différentes villes de France, où il y a sans doute une communauté moldave. Il y en a eu 20 bureaux, il n'y en a eu que 2 en Russie, alors que la communauté moldave vivante en Russie est supérieure à la communauté moldave vivante en France. Autre anomalie d'ailleurs qui a été pointée, c'est que en Russie, les Moldaves, il y a eu 10 000 bulletins de vote qui ont été envoyés en Russie, alors qu'il y a à peu près 120 000 votants. Enfin, 120 000 votants potentiels. En revanche, il y a eu à peu près 120 000 bulletins de vote qui ont été envoyés en Allemagne. Donc ça veut dire qu'il y a eu un trucage dans les urnes, dans les bureaux de vote à l'étranger. C'est-à-dire qu'il manquait certainement d'un certain nombre de bulletins de vote. Il y a eu un certain nombre de récriminations qui ont apparu. Je le dis parce que la presse entière ne dit qu'une seule chose, c'est que la Russie a voulu intervenir dans les élections en Moldavie. Mais heureusement, on n'a jamais vu un truc pareil. Alors la Commission européenne a dit que c'était scandaleux, on n'avait jamais vu ça. La présidente sortante, Madame Maya Sandu, a dit que c'était scandaleux, l'ingérence étrangère. Quand même assez drôle. Faut reconnaître qu'il y a quand même une façon de se foutre de la gueule du monde qui est quand même assez extraordinaire. Elle-même, qui est un agent américain qui se plaint de l'ingérence étrangère russe. Bon, bref. Parmi les points dont personne ne parle dans les médias français, il y a tous ceux que je viens de vous donner et d'autres encore. Par exemple, en Italie. En Italie, il y avait beaucoup de bureaux de vote. Il y a une communauté assez importante de 200 000 Moldaves. Et moi, je sais, parce que j'ai mes sources d'informations, qu'il y a eu des bureaux de vote où il y a eu des choses qui, paraît-il, n'ont pas été claires du tout. C'est même le cas de le dire, puisque à Bologne, on m'a envoyé cette photo que vous allez voir. C'est le bureau de vote à Bologne qui s'est passé dans la pénombre, dans une quasi-obscurité. Il y avait, paraît-il, je sais pas quoi, une panne d'électricité. Enfin, vous voyez, on y allait avec une lampe torche au moment du vote. On entreaperçoit sur cette photo, on entreaperçoit le bureau de vote avec le drapeau moldave devant des urnes. Bon, bref. Ce qui est assez gênant également, c'est que tous ces votes des Moldaves de l'étranger ont été supervisés par le ministère moldave des Affaires étrangères. Exactement comme le vote des Français de l'étranger
pour ce qui concerne les 11 circonscriptions des Français de l'étranger. Vous savez que je me suis présenté dans la 11e. Tout ceci a été supervisé par le ministère français des Affaires étrangères, qui était juge et partie. Celui qui organise les élections, celui qui les mène, et celui qui, en France en particulier, eh bien, dévoile les résultats, notamment les résultats par voie électronique. Alors là, on a eu donc des rumeurs qui ont circulé, comme quoi il y avait eu des gros problèmes. Pas seulement d'ailleurs chez les Moldaves de l'étranger, mais aussi même sur le territoire de Moldavie. Il y a eu, m'a-t-on dit, des fraudes quasiment avérées dans un certain nombre d'endroits à l'est du pays. Il paraît qu'il y avait un certain nombre de zones qui sont peuplées par des Moldaves russophiles, ça existe, et qui, lorsque les gens allaient se rendaient au bureau de vote, il y avait la police du régime moldave tenu par Chisinau qui leur demandait pour qui ils comptaient voter, et quand ils disaient qu'ils comptaient voter pour l'opposant numéro 2 ou l'opposant numéro 3 à la présidentielle et qu'ils comptaient voter non au référendum, et ils étaient barrés d'entrer dans le bureau de vote. Voilà. Alors, au total, il s'est passé quoi ? Il s'est passé un phénomène qui vraiment mérite de regarder ça de près, parce que ça va vous rappeler ça nous rappelle quelque chose. Il s'est passé quoi ? Il s'est passé que pendant toute la soirée, le dépouillement des bureaux de vote, donc dans les urnes, a montré que Madame Maia Sandu faisait un score qui était moins bon que prévu, de l'ordre de 35-36% des suffrages, alors que son challenger numéro 2, le principal challenger, faisait un score de 29%. D'ailleurs, on a dit de lui que c'était un pro-russe, enfin, il l'a présenté comme... Or, quand vous allez regarder son pédigré, il s'appelle Alexandre Stoyanoglu, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce en moldave, mais c'est un homme qui est loin de la caricature que l'on en donne dans les médias occidentaux, puisque il a été procureur général de Moldavie, donc c'est quand même quelqu'un qui a une formation de juriste, et il a dit simplement, enfin c'est déjà beaucoup, il a dit qu'il ne voulait pas que la Moldavie se fâche avec la Russie, ce qui correspond à un sentiment très important au sein de la population moldave d'ailleurs, et il a dit que lui, il voulait que la Moldavie adopte une position de neutralité. Alors que vous savez que Madame Maia Sandu, en bonne émule de la John Fitzgerald School of Government de l'université de Harvard, a complètement aligné tout de suite la Moldavie sur les intérêts géopolitiques américains et une position extrêmement en pointe contre la Russie. Lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, suite à toutes les exactions commises par les troupes de Kiev dans le Donbass, dès qu'il y a eu l'invasion, elle a dit que la Moldavie, c'était porte ouverte pour tous les Ukrainiens. Non, elle l'a dit, à mon avis, je pense qu'elle a dû avoir un petit appel téléphonique de Washington en disant « Voilà ce qu'il faut faire, chère madame ». Voilà. N'oubliez pas qui a fait que vous soyez présidente de la République de Moldavie. Donc elle a complètement aligné la Moldavie sur le narratif américain et l'a complètement inséré dans le dispositif pour essayer d'entrer en guerre ou de favoriser l'entrée en guerre contre la Russie. Ce qui ne correspond pas à ce que souhaitent beaucoup de Moldaves, puisque dans cette élection présidentielle en Moldavie, il n'y avait pas simplement 2 ou 3 candidats. Le troisième est également quelqu'un qui est jugé comme pro-russe. Il s'appelle Renato Usati et il a fait également un score. Alors, les scores que je vous disais, 37% pour Madame Maia Sandu, aux alentours de 21h, 22h hier soir, contre 29% pour M. Stoyanoglu et pour M. Usati, c'était à peu près 13 à 14%. Donc, a priori, et pour tous les autres, à part une candidate indépendante, avec 89% des bulletins dépouillés, on pouvait juger hier soir que Madame Maia Sandu, certes, elle franchissait en premier le deuxième tour, mais qu'elle avait fort à faire, puisqu'il y avait quand même beaucoup de candidats, la plupart des autres candidats étant en fait alignés sur une vision dite pro-russe dans les médias occidentaux, en tout cas moins alignés sur Washington et pour une position de neutralité et également beaucoup de réticence face à la construction européenne. C'est la même chose pour le référendum qui portait donc non pas sur l'adhésion à l'Union européenne, mais qui portait sur l'inscription dans la constitution moldave de la vocation de la Moldavie à entrer dans l'Union européenne. Eh bien, hier soir, aux alentours de 23h minuit, sur 89-90% des bulletins dépouillés, on avait 54% de non et 46% de oui.
J'ai fait d'ailleurs hier soir un tweet vers 1h du matin pour dire que sur 90% des bulletins dépouillés, il semblait que le non allait l'emporter. J'ai utilisé du conditionnel parce que je savais que le résultat n'était pas définitif, mais quand même. Or, ce matin, en me réveillant, mais comme tous les observateurs, on a découvert quoi? On a découvert que pendant les quelques heures qui se sont passées entre 1h du matin et 7h, 8h du matin, d'un seul coup, il y a eu une explosion de oui qui sont arrivés et qui a fait que le oui est passé brutalement au-dessus du non. Alors, il faut faire un tout petit peu d'exercice mathématique. Alors, il y avait hier soir, vers minuit, avec 84-85% de bulletins dépouillés pour le référendum, il y avait à peu près 55%, 54,7% de non et 45% de oui. Et ce matin, on apprend que, enfin cet après-midi plus exactement, parce que ça est resté très nébuleux vers 14 heures, on a appris en définitive, et c'est toujours un peu instable, on a appris que le résultat final avec 100% des bulletins dépouillés, eh bien il y aurait 50,3, 50,4% de oui. Alors si vous faites un tout petit peu de mathématiques, passer de 85% de bulletins dépouillés ayant donné 55% de non à 100% de bulletins dépouillés donnant 49,6% de non, eh bien, un tout petit calcul mathématique vous montrera qu'il a fallu en gros que les bulletins qui n'avaient pas encore été dépouillés, les 10-15% de bulletins qui n'avaient pas encore été dépouillés, de façon totalement inattendue, ont donné 90% de oui. 90-92% de oui. Voilà, c'est-à-dire un changement complet, mais complet, de perspective et de contenu. Alors, il y a bien entendu un narratif, c'est du style oui, mais les Moldaves qui vivent à l'étranger sont des gens, comment dirais-je, ouverts sur l'Europe, et ci et ça. On n'a d'ailleurs pas parlé, on n'a pas parlé de vote à l'étranger, on n'a pas du tout parlé de l'existence de vote par correspondance électronique aux États-Unis, au Canada, en Islande et en Norvège. On a quand même, il semble qu'il y ait quand même eu à peu près 2000 votes qui aient eu lieu de cette façon. Alors, comme ça s'est joué à quelques milliers de votes, ça a pu jouer un rôle très important. On ne sait pas d'ailleurs le volume que ça représente exact. On ne sait pas le contenu de ce vote par correspondance électronique. On ne sait pas comment, dans les ambassades à l'étranger, le vote a été dépouillé, comptabilisé. On ne sait pas comment ça a été transmis par les ambassades de Moldavie dans un certain nombre de pays à leur administration centrale, parce que la Moldavie n'est quand même pas un pays qui a une très grande tradition démocratique. Bref, on ne sait rien. La seule chose que l'on sache, c'est que dans les votes qui ont été observés par les citoyens moldaves dans les urnes à travers tout le pays, il y avait 55% de non et 45% de oui, avec à peu près 90% des bulletins dépouillés. Et puis maintenant, on apprend qu'il y avait, sur les 10% restants, 90% de gens, 90-92% de gens qui auraient voté oui. Voilà. C'est la probabilité que ce soit vrai est quasiment nulle. Voilà, ça n'est pas possible. Qu'il y ait eu un surcroît de oui, c'est possible. C'est possible. Le narratif selon lequel les gens vivant en Europe, etc., ayant voté oui, c'est possible. Mais que le oui soit passé de 45 à 60%, 65%, d'accord, 70%. Mais qu'il soit passé de 45% à 90%, non. Ça c'est très 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 improbable. C'est quasiment certain. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, il y a les électeurs moldaves en Russie, eux, n'ont pas pu voter, en fait. Voilà. Et puis tout ceci ressemble quand même furieusement à quoi? Mais tout ceci ressemble furieusement d'abord à l'élection de Madame Maia Sandu elle-même, comme je le rappelais, en 2020, où déjà, à la stupéfaction générale, les Moldaves de la diaspora, comme on l'a dit dans les médias français, avaient massivement voté pour elle. Peut-être, c'est possible, mais enfin quand même. C'est quand même étonnant pour quelqu'un qui, à l'époque, était finalement très très peu connu. Bon. Mais ceci nous rappelle également deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. Trois choses même. Ça nous rappelle quelque chose qui s'est passé en 2020 aux États-Unis. Rappelez-vous, avec les votes par correspondance. Et rappelez-vous notamment, c'était devenu célèbre, ce qui s'est passé dans le Wisconsin. Dans le Wisconsin, regardez ces graphiques. Pendant toute la durée du dépouillement
la courbe rouge, c'est les républicains, donc c'est Donald Trump à l'époque, et la courbe bleu acier, la bleu de Prusse, c'est les démocrates. Pendant toute la durée du dépouillement dans le Wisconsin, Donald Trump arrivait devant Biden et au tout dernier moment, il y a eu d'un seul coup 2-3 comtés qui sont arrivés et qui ont, de façon avec une anomalie flagrante quand on regarde la statistique, ont donné d'un seul coup la majorité à Biden. Voilà. Ça a fait d'ailleurs l'objet à l'époque, rappelez-vous, de toute une série de caricatures. Regardez, je vous en montre, c'était Fraude 2020. Il y avait des gens qui avaient trouvé ça assez drôle, ce qui c'était d'ailleurs assez drôle, et à la fois assez drôle et assez scandaleux. C'est-à-dire qu'au dernier moment, il s'était passé un renversement complet de la situation. Alors ceci doit nous rappeler encore deux autres choses. Doit nous rappeler ce qui vient de se passer aux États-Unis même il y a 3 jours, avec le vote qui a eu lieu dans le Nevada. Le Nevada, c'est un des 7 swing states, c'est-à-dire un des États pivots qui peut basculer soit démocrate, soit républicain, et qui a suffisamment de représentants pour faire changer l'élection. Dans le Nevada, il est possible de voter en avance. Ça fait partie de toutes ces curiosités, de ces facéties qu'on trouve aux États-Unis. Les États-Unis, il y a 50 États. 50 États qui, mine de rien, ont parfois plus d'autonomie que la France au sein de l'Union européenne vis-à-vis de Washington. Et vous avez par exemple des États qui appliquent la peine de mort aux États-Unis, d'autres qui ne l'appliquent pas, des États qui ont quasiment interdit l'IVG, d'autres qui l'appliquent, etc. Alors que dans l'Union européenne, tout le monde doit être sur le même... Tout le monde doit être en rang serré. Voilà. Donc il y a aux États-Unis une tradition aussi, c'est que certains États ont des lois électorales un peu bizarroïdes. C'est le cas du Nevada, où l'on peut voter alors que le vote aura lieu le mardi 5 novembre, c'est donc dans une quinzaine de jours. Eh bien, dans le Nevada, les gens pouvaient voter en avance. Voilà. C'est ce qui a eu lieu et on a dépouillé le scrutin. Parce qu'en plus de ça, on peut dépouiller le scrutin et le connaître. Et qu'est-ce qu'on a découvert dans le Nevada ? On a découvert une formidable poussée de Donald Trump. Puisque en 2020, à la même occasion, c'est-à-dire au premier jour de vote en avance dans le Nevada, eh bien Biden avait 7,2 points d'avance sur Donald Trump en 2020. Et là, en 2024, la même chose, premier jour en avance de vote en avance, le résultat, cette fois-ci, c'est Trump qui a 18,7 points de plus que Kamala Harris dans les urnes. Je parle bien dans les urnes dans les deux cas. C'est-à-dire que si l'on s'en tient au vote dans les urnes, normalement, il devrait y avoir une landslide victory, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire un tremblement de terre en faveur de Donald Trump, du moins à en croire ce vote réel qui a été réalisé dans les conditions du réel. Sauf que ce vote dans les urnes a été en partie, pas entièrement, mais en partie contredit par le vote, justement, par correspondance, qui est autorisé aux États-Unis. Vous savez qu'en France, le vote par correspondance a été interdit tellement c'est l'occasion de fraude. Alors, s'agissant du vote tout compris, à la fois le vote dans les urnes plus le vote par correspondance, eh bien, il y avait en 2020, Biden avait au total 40 000 voix d'avance sur Donald Trump. Et en 2024, Kamala Harris arrive encore devant Trump, mais cette fois-ci avec 1721 voix d'avance, c'est-à-dire presque rien par rapport aux 40 000 voix qu'avait Biden. Et pourquoi arrive-t-elle ? Tout simplement parce que le vote par correspondance a renversé le scrutin. Et il est arrivé tout à fait à la fin de la journée qu'on a appris les résultats. Et bien la troisième chose que ça doit nous rappeler, c'est ce qui s'est passé dans la 11e circonscription des Français de l'étranger où je me suis présenté, mais également dans les 10 autres circonscriptions des Français de l'étranger. J'ai eu l'occasion de faire un premier recours devant le Conseil constitutionnel que vous trouverez en ligne sur notre site. Et j'ai eu l'occasion de refaire une réponse aux mémoires en défense de Madame Genetet et du ministère français des Affaires étrangères sur ces questions. Je n'ai pas encore rendu public, j'attends encore quelques jours. Je vais d'ailleurs faire une vidéo pour expliquer le mémoire dans lequel je réponds aux mémoires en défense
de Madame Genetet du ministère des Affaires étrangères. Mais si vous allez déjà voir le premier dossier, vous verrez quoi? Vous verrez que dans les 11 circonscriptions des Français de l'étranger, eh bien, il s'est passé quoi? Il s'est passé que le scrutin dans les urnes donnait un résultat très négatif en général au candidat macroniste, et d'un seul coup, le vote par correspondance électronique, en l'espèce, par Internet, d'un seul coup a changé le scrutin. Et dans un certain nombre de cas, sur les 11 circonscriptions, il y a eu 6 candidats Renaissance macronistes qui, au bout du compte, ont été élus alors qu'ils n'auraient pas dû l'être si on n'avait tenu compte que du vote dans les urnes. Je résume et vous allez comprendre ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Ça concerne les États-Unis, on le voit en Moldavie, on le voit en France. Il y a des forces qui ne cessent que d'essayer de promouvoir un autre type de vote que le vote traditionnel avec isoloir, bulletin papier, voter dans les urnes, ouverture de l'urne devant le public, devant les citoyens qui peuvent vérifier le contenu de l'urne. C'est le mode traditionnel. C'est le seul vote qui garantisse à peu près la sincérité du scrutin. Il peut y avoir évidemment du bourrage d'urne, c'est quelqu'un qui introduit des bulletins de vote en plus, mais il y a tout un système d'émargement quand même qui est réalisé. Dans ce cas-là, on voit qu'il y a eu plus de votes, plus de bulletins de vote que le nombre d'émargements. Ça peut exister. Je ne dis pas que la fraude est absolument impossible, mais le système traditionnel isoloir, pour bien isoler de la famille, qui pourrait influencer le scrutin. Bulletin papier, vote dans l'urne, dépouillement public est le scrutin le plus fiable. C'est d'ailleurs ce qu'a dit très récemment Elon Musk soi-même, qui est quand même un des papes mondiaux de la high-tech. C'est pratiquement le symbole même du futurisme. Il suffit de regarder ses créations industrielles. Il a dit récemment, il y a 2-3 jours, que lui-même, connaissant bien l'informatique, il pouvait être certain que aucun système de vote par correspondance ou par correspondance électronique ne pouvait garantir une sécurité minimum. Alors le résumé, c'est que le vote par correspondance ou le vote par correspondance électronique par Internet, ou bien le vote des expatriés dans des conditions qui ne sont pas très très claires, il se trouve qu'aux États-Unis, en France et en Moldavie, c'est un fait objectif, on l'avait déjà vu d'ailleurs aux États-Unis en 2020 avec l'élection de Biden, c'est un fait objectif que de se rendre compte que ce type de vote, comme par enchantement, favorise ceux qui veulent ce type de vote. Ce ne sont pas les républicains aux États-Unis, ce sont les démocrates. Or, ce type de vote favorise les démocrates. En France, c'est pas le Rassemblement national, c'est pas la gauche qui réclame c'est pas le nouveau Front populaire, c'est encore moins nous, puisque moi j'ai mis dans mon programme l'interdiction de tout vote par correspondance et de tout vote électronique. Ce sont les macronistes. Or, ce vote favorise les macronistes. Et en Moldavie, c'est pareil. Ce vote a été imposé au dernier moment, d'ailleurs dans des conditions qui sont illégales, le changement de scrutin, de mode de scrutin. Ça favorise qui? Ça favorise Madame Maia Sandu. C'est quand même assez bizarre qu'un mode de scrutin favorise toujours ceux qui ont créé ce mode de scrutin. C'est bizarre. Normalement, si c'était un processus aléatoire ou stochastique, normalement, il pourrait y avoir un mode de scrutin qui a été voulu, par exemple, par les macronistes et qui le défavoriserait. Non. La deuxième chose à dire, c'est que systématiquement, les résultats dans le vote par correspondance, ou des Français ou des Américains ou Moldaves à l'étranger, apparaît avec ces scrutins comme différents des Français de métropole, ou des Américains de métropole, ou des Moldaves de métropole. C'est bizarre aussi. Parce que pourquoi est-ce que il y aurait une telle différence? Ça peut arriver, il peut y avoir qu'il y ait des circonscriptions diverses ou variées, mais pourquoi systématiquement? C'est assez étrange. Et puis, troisième point également à noter, c'est que ces résultats ont une particularité très étrange, c'est qu'ils arrivent après la bataille. Que ce soit aux États-Unis en 2020, ou là dans le Nevada en 2024, que ce soit les 11 circonscriptions des Français de l'étranger,
ou que ce soit ce qui vient de se passer en Moldavie, en fait, on a un premier temps où on a des résultats qui paraissent conformes aux attentes de ce que sont les évolutions de l'opinion. Et puis tout à fait à la fin, l'exemple par exemple du Wisconsin, l'exemple des 11 circonscriptions, l'exemple de ce qu'on a vécu la nuit dernière, c'est que d'un seul coup le scrutin est modifié brutalement à la dernière minute par les résultats de ce système de vote qui a aussi pour particularité d'être extrêmement peu transparent et que les citoyens ne peuvent pas le vérifier. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour le reste, tout le reste, c'est littérature. Évidemment, je ne dis pas que la Russie n'a pas essayé d'intervenir. C'est possible, je n'en sais rien. Mais j'ai vu qu'on avait appris comme vérité d'évidence, on nous a expliqué que la Russie avait dépensé, je ne sais plus combien, avait acheté des votes, 300 000 votes. Moi, je ne sais pas personnellement comment on fait pour acheter des votes. Parce qu'on peut donner de l'argent à quelqu'un, mais ensuite, la personne, quand elle est dans son isoloir et quand elle vote, elle fait bien ce qu'elle veut quand même. Donc moi je trouve ça un petit peu bizarre. Je dis pas que ça n'a pas existé, je n'en sais rien. Mais enfin on nous explique ça de façon très formelle. La Commission européenne s'indigne, tout le monde s'indigne, mais on n'a pas le début du quart du cinquième d'une preuve. Alors que nous avons des preuves d'ingérence étrangère américaine et européenne en Moldavie, mais qui crèvent les yeux puisqu'ils le disent eux-mêmes. Première chose, la formation de Mme Maia Sandu, comme je l'ai dit. La deuxième chose, c'est que l'Union européenne n'a pas arrêté que d'annoncer qu'elle allait donner des milliards et des milliards à la Moldavie. Donc, je crois que c'était 700 millions d'euros il y a 3 ans, 500 millions d'euros il y a 2 ans. Et on a appris 15 jours avant les élections en Moldavie que l'Union européenne allait lancer un plan Marshall, dans le texte, ils ont dit ça, de la bagatelle de 1,8 milliard d'euros, ce qui pour un petit pays avec une petite population est quand même considérable. 1,8 milliard d'euros en disant qu'ils allaient doubler le niveau de vie des Moldaves. Mais c'est quoi ça en fait? C'est une ingérence étrangère? C'est quoi en fait? C'est de l'achat de voix? Quelle est la différence en supposant que ça soit exact? Que les Russes aient donné de l'argent à des Moldaves comme ça de la main à la main pour qu'ils changent leur vote, c'est quoi la différence avec l'Union européenne qui déverse tous les ans 700 millions d'euros, 800 millions d'euros, 1,8 milliard d'euros sur le pays? C'est quoi en fait la différence? Au passage d'ailleurs, vous noterez qu'on ne vous a pas demandé votre avis, ni le mien d'ailleurs. Parce que s'il y a un plan Marshall de 1,8 milliard d'euros sur la Moldavie, ça veut dire qu'en gros, il va y en avoir à peu près 20%, c'est-à-dire 360 millions d'euros, qui vont être payés par vous et moi, par les contribuables français. On est d'accord tous ensemble, là, 300 millions, 350 millions d'euros, on est d'accord pour donner ça? Ça correspond à peu près à ce qui manque pour rénover le réseau routier en une année. Tous les ans, il nous manque ça. C'est le moment, quand on a un pays qui est en faillite virtuelle, comme la France, de lancer encore 360, 320 millions d'euros à la Moldavie. Je n'en suis pas certain. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces élections en Moldavie. Il va y avoir un deuxième tour. Le problème, c'est qu'il est possible que le deuxième tour soit aussi bidouillé que le premier, comme il avait d'ailleurs été bidouillé en 2020, et que Mme Maia Sandu soit de nouveau réélue. C'est possible. Il est possible également, bien que maintenant que c'est sur le fil du rasoir, le peuple moldave est censé avoir donné son accord pour que la constitution moldave intègre l'idée qu'elle peut participer à l'Union européenne. Voilà. Maintenant, le temps va passer après ça. Il va y avoir la suite des événements. Et les Français qui, là-dedans, ne sont tenus au courant de rien, se retrouvent quand même avec une nouvelle épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est la Moldavie. Parce que la Moldavie, si elle entre dans l'Union européenne, ça avait déjà été décidé par un Conseil européen il y a quelques mois, et c'était que l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie entrent dans l'Union européenne. J'ai eu l'occasion de faire des vidéos sur le sujet. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la Moldavie, où le niveau de vie est l'un des plus bas d'Europe, je crois que le salaire mensuel moyen c'est de l'ordre de 250 €, donc c'est un niveau de vie très 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 inférieur. Je rappelle qu'en France, le SMIC net touché par un salarié est de 1 398 € net par mois, 1 400 €. En Moldavie, c'est 240 €, à peu près 250 €. On est donc à peu près de l'ordre de 20% du salaire de ce qu'est
le salaire en France. Ça veut dire que la Moldavie entrant dans l'Union européenne, ça veut dire que nous allons encore devoir verser beaucoup d'argent à la Moldavie, comme à l'Ukraine, comme à la Géorgie, si ces pays entraient dans l'Union européenne. Or ça, bien entendu, personne ne vous en parle. Voilà ce que j'avais à dire sur ces élections. Elles sont très inquiétantes en ce sens qu'elles témoignent d'une évolution dramatique de la conception de la démocratie par les dirigeants euro-atlantistes qui ont maintenant, semble-t-il, décidé que tous les moyens sont bons pour obtenir des scrutins qui leur sont favorables, même avec des opinions très défavorables. Et donc on est en train de mettre dans la tête des gens que c'est finalement assez normal que le scrutin normal avec l'isoloir, le bulletin papier, l'urne et le dépouillement public, on est en train de mettre dans la tête des gens que ce serait quelque chose d'assez ringard, d'assez fatigant, fastidieux, et que ce serait beaucoup plus moderne de faire voter par correspondance électronique, de faire voter des Français de l'étranger, que tout ça soit sous la supervision, notamment à l'étranger, d'un ministère qui est à la fois jugé parti et qui dépend des dirigeants du pays en question, à l'insu des citoyens. Et on est en train de mettre dans la tête des gens que finalement ça serait assez normal que ça donne des résultats totalement différents. Ce qui est quand même incroyable, parce que la loi de l'improbabilité, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence systématique. Voilà. Et on est en train de mettre dans la tête des gens qu'au bout du compte, ça ne sert plus à rien de voter parce que les élections sont truquées. C'est contre tout ça qu'il faut se battre. Je vous appelle à la mobilisation. Je vous appelle à diffuser cette information autour de vous. Je vous appelle aussi à voter pour l'UPR à toutes les élections, puisque sur ces questions, je suis, je crois, le seul, il me semble, candidat en 2017 ou en 2022 qui avait proposé dans son programme politique l'interdiction absolue de tout vote différent de celui du vote traditionnel, isoloir, bulletin papier, urne, dépouillement public. Je vous remercie de votre attention. Vive l'Union populaire républicaine et vive la France.